Bonjour à tous. Je me présente, Mathieu Slezard. Je travaille au sein de l'ANS et plus particulièrement sur le sujet de MS Santé. Donc, comme vous le voyez, je travaille au sein de l'équipe déploiement. On est une équipe qui s'est enrichie là depuis quelques mois maintenant pour travailler sur le sujet MS Santé. On va tout au long de cette présentation intervenir. Seront présents notamment Anne Laurin et Anne Benayoun qui partagent avec moi la partie du déploiement. Et du côté de l'équipe Espace de confiance MS Santé, on retrouvera Édouard Brice et Maï Gay que vous aurez l'occasion d'entendre aujourd'hui. En, donc, bienvenue pour ce second séminaire MS Santé, je dirais général. Un autre webinaire est prévu le 6 avril. Je ne sais pas s'il est nécessité de représenter l'ANS. Je vois qu'il y avait une diapositive qui présente ça, mais c'est toujours bien aussi de rappeler, étant donné effectivement notre positionnement dans l'écosystème e-santé. Donc l'idée, on a 3 missions qui se dégagent principalement, qui sont évidemment de créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé. L'idée, c'est effectivement d'apporter via des référentiels, via des outils de développement, de tests, etc., une possibilité de construire son projet en lien avec la réglementation en vigueur, en lien avec les recommandations du niveau national au travers de différents référentiels. L'idée, c'est effectivement de permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de l'innovation et des mutations numériques via des notions d'accompagnement, de portage de différents projets construits par l'agence au bénéfice directement des professionnels et usagers. Et puis enfin, c'est assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national, où là, l'idée, c'est d'aider effectivement, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau régional et local, d'appuyer les différents projets qui peuvent être montés d'accompagnement, de lancement de projets innovants, etc. Et donc, l'ANS aussi accompagne ces différents acteurs. Donc, aujourd'hui, on voulait vous parler effectivement de MS Santé. Et pourquoi MS Santé MS Santé, ça va permettre de répondre à plusieurs choses. Par exemple, en tant que professionnel, donc là aussi, ça s'adresse aux sanitaires et aux médico-social, on va y revenir. Mais c'est par exemple, je veux recevoir des résultats de biologie ou des comptes rendus de consultation de mon patient. Je suis professionnel libéral, par exemple. Transmettre la photo d'une plaie à un expert, ça peut être de la téléexpertise asynchrone. Informer l'ensemble de l'équipe de soins d'une nouvelle information de santé. On peut imaginer aussi effectivement dans un cadre de coordination. Et puis, par exemple, aussi faire une demande d'avis complémentaire à un ou une confrère consoeur. Là, pareil, tout ça, c'est possible via le système MS Santé. Et comme plein d'autres, comme compléter et échanger autour de dossiers de prise en charge médico-sociale et sociale, on le voit dans les nouvelles structures que peuvent être les DAC, etc., c'est un rôle essentiel. Et effectivement, il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont possibles, plein d'autres cas de transmission d'informations pour le bien de la prise en charge d'un patient, d'un usager dans le secteur médico-social, social et sanitaire. Et c'est l'objectif qu'on parcourt un peu aujourd'hui, les différents usages que peuvent apporter la messagerie sécurisée de santé. L'idée, c'est qu'on voit ensemble, effectivement, qu'est-ce que MS Santé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, vous montrer la belle dynamique aujourd'hui qui est poursuivie autour des messageries sécurisées de santé, et puis aussi comment on peut le rejoindre. Je vais laisser la parole justement tout de suite à Anne Laurin qui va vous présenter aussi le contexte national autour de MS Santé. Merci Mathieu. Donc, voilà, MS Santé, une des priorités du Ségur de la santé. Je pense que comme vous avez peut-être pu l'identifier dans l'actualité, le Ségur de la santé voilà, est au cœur de l'actualité. Et on a la chance d'avoir MS Santé qui est une des priorités Ségur, un des services socles prioritaires au même titre que le DMP, l'INS et ProSanté Connect. À ce titre, l'idée, c'est vraiment d'intégrer à terme l'usager à l'espace de confiance. Et pour nous, l'objectif est aussi d'aller plus loin que ce qui a pu être fait jusqu'alors et d'intégrer l'ensemble des professionnels, notamment ceux du secteur médico-social et je dirais même plus loin du social.
Dans ce cas de figure, il y a aussi tout ce qu'on envisage pour augmenter significativement les usages, puisque voilà, on avait tendance, c'est vrai, à être d'abord sur, on va dire, des chantiers d'équipement. Là, maintenant, on veut vraiment aller vers voilà, des actions pour favoriser les usages. Et autour des 4 documents principaux que sont le compte-rendu d'imagerie, les documents de sortie avec la lettre de liaison, par exemple, le compte-rendu de biologie médicale et les documents du médico-social. On peut aller au slide suivant. Voilà, donc après, on ne l'a pas encore dit, hein, mais vous aurez des temps il y a des temps de questions-réponses, hein, donc vous pourrez poser vos questions dans le chat et voilà, et d'ici quelques minutes, on pourra y répondre. Donc, ce qu'on va voir ensemble à présent, c'est qu'est-ce que MS Santé et où en est-on et comment rejoindre l'espace de confiance MS Santé. Donc, qu'est-ce que MS Santé? Pas une MS Santé, mais un espace de confiance MS Santé. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, la base. Voilà, il n'y a pas une messagerie sécurisée de santé, il y a des messageries sécurisées de santé. Ça, c'est essentiel et indispensable à comprendre avec plusieurs axes à avoir en tête et qu'on essaie de porter et de vous accompagner sur ces sujets. C'est assurer la sécurité de vos échanges, hein, des échanges de données personnelles de santé entre professionnels habilités, évidemment, assurer l'interopérabilité de l'ensemble des messageries sécurisées existantes qui sont présentes au sein de l'espace de confiance et ça sera décrit juste après. Rendre possible la communication entre tous les professionnels de santé, quel que soit leur outil de messagerie. Donc, qui peut rejoindre l'espace MS Santé? Donc, il y a 2 articles de loi principaux qui encadrent les échanges de données de santé et les professionnels habilités au sein de l'espace de confiance. Donc, c'est les 2 articles qui vous sont présentés là et qui, pour le premier, donc, vont décrire les modalités d'échange au sein de l'espace de confiance pour décrire les professionnels habilités, quelles sont les informations qu'on a le droit d'échanger, et évidemment, très important que le patient doit en être informé. Et puis le second article va lui se concentrer sur les professionnels habilités, donc à la fois les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, etc., les professionnels à usage de titre et les professionnels du médico-social, du social et autres. C'est là où justement on vous disait précédemment qu'il y a un chantier important pour couvrir l'ensemble du secteur sanitaire, médico-social et social. Et évidemment, ces textes peuvent être complétés par d'autres textes qui encadreraient le traitement des données de santé, on pense voilà, au RGPD, etc. Donc concrètement, qui peut rejoindre MS Santé? Alors là, vous avez, on va dire, une liste importante des professionnels concernés avec les professionnels de santé, les professionnels habilités non professionnels de santé. Alors, je ne vais pas vous décrire évidemment là toutes les catégories, mais c'est vraiment important et vous pourrez vous y référer puisque le webinaire est non seulement enregistré, mais vous pourrez évidemment récupérer le support par la suite sur notre site internet. Mais c'est vraiment important parce que voilà, il n'est pas rare encore à ce stade que certains professionnels ne sachent pas qu'ils sont concernés et habilités à pouvoir utiliser et à disposer d'une messagerie sécurisée de santé. Et je laisse la parole à Mathieu. Hop, désolé. Alors, effectivement, l'idée, c'est qu'on retrace un peu où on en est aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on a plein de chiffres au vert. Et ça, c'est important parce que ça montre la belle dynamique. Comme vous pouvez le voir, on a aujourd'hui, donc, dans l'espace de confiance, 366 000 boîtes qui sont ouvertes. On verra le descriptif de ce que sont des boîtes MS Santé. On a des boîtes nominatives, des boîtes organisationnelles, etc. Et il faut voir que depuis, donc ça, c'est les chiffres de janvier à décembre 2020. Donc, l'idée, c'est que c'est quand même plus 31% de nouvelles boîtes qui ont été ouvertes. Et si on fait le distinguo sur les différentes cibles, pour l'instant, c'est très orienté sanitaire. On va, dans l'année, travailler sur des indicateurs médico-sociaux. Mais si on regarde sur les cibles, sur les différentes cibles sanitaires qui ont été ciblées, ES, LBM et PSL, alors PSL, ça veut dire professionnel de santé libéral,
On va utiliser pas mal d'acronymes, hein, mais bon, c'est le milieu qui veut ça. L'idée, c'est que donc on voit quand même qu'on atteint aujourd'hui en proportion effectivement sur les établissements de santé en termes de raccordement 65%, les laboratoires 60%, les professionnels de santé libérale avec l'action coordonnée avec l'assurance maladie, on atteint 64%. Et en termes d'émetteurs, c'est de plus en plus important également, que ce soit au niveau des ES et des laboratoires également. Justement, si on parle des usages, on voit que sur l'année 2020, 41 millions de messages émis toute l'année. Donc, c'est quelque chose d'assez important. On est à plus 119% par rapport au nombre de messages envoyés en 2019. Et puis, si on fait de mois à mois sur les derniers mois, donc en décembre 2019, on avait 2 millions et on a passé la barre symbolique des 6 millions de messages en octobre 2020. Donc, on peut être quand même là. Donc, il y a une notion aussi liée à la crise, mais on sent que les professionnels se sont bien saisis de l'outil lié à ça. On voit également des évolutions au niveau des messages selon les différentes cibles. Voilà, je pense que si on pourra répondre à différents d'autres éléments sur les indicateurs s'il y a besoin. C'était à qui de présenter ensuite là. C'est à moi, je prends la suite. Edouard, voilà. Oui, bonjour, donc Édouard Brice. Moi, je vais vous présenter effectivement, finalement, de manière assez générale, évidemment, les grands principes de fonctionnement, est-ce que c'est que l'espace de confiance MS Santé et de quoi il est constitué, comment il fonctionne. Donc, en quelques mots, déjà, ce qu'on utilise souvent, vous avez déjà vu sans doute, c'est ce terme d'opérateur MS Santé, qui est évidemment un parallèle avec les opérateurs qu'on peut connaître dans le monde des télécommunications. Et ce qu'on met derrière ce terme d'opérateur, pour nous, c'est une entité qui met à disposition des services de messagerie à des utilisateurs finaux. Grosso modo, pour simplifier, on va dire que ce sont les entités ou les structures qui stockent les messages, les emails sécurisés des professionnels de santé et qui met à disposition des services de messagerie pour les consulter. C'est-à-dire des webmails ou des interfaces vers des clients lourds, des logiciels métiers, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est que MS Santé, le système MS Santé, l'espace de confiance MS Santé? C'est un ensemble d'opérateurs qui ont signé un contrat avec l'ANS et qui, à ce titre, sont éligibles à échanger des messages entre eux. Et justement, contrairement à un système de messagerie Internet, je dirais classique, effectivement, c'est vraiment un espace fermé, on va voir comment, c'est un espace fermé d'opérateurs de messagerie sécurisée de santé. On distingue finalement plusieurs types d'opérateurs, ce qu'on a représenté sur le schéma qui est sur la slide. En tout cas, à date, on a à l'heure actuelle plus de 200 opérateurs MS Santé, donc qui hébergent des messages à destination des utilisateurs finaux, qu'ils soient donc libéraux ou en structure, en établissement. Et dans ces 200, finalement, on a ce qu'on appelle 40 opérateurs tiers qui regroupent finalement différents cas, on va le voir en dessous, et qu'on oppose finalement aux opérateurs qui sont les plus de 100 établissements de santé qui sont opérateurs en propre uniquement pour leurs salariés. Donc, si on regarde un peu les grands types d'opérateurs qu'on a sur le terrain, en commençant en haut à gauche, on a les opérateurs établissements de santé, donc un CH, un CHU qui est opérateur et qui donne la capacité à ses salariés d'échanger dans cet espace de confiance. On a des régions qui proposent donc, de manière régionale, locale, des services sur leur territoire. On a effectivement des opérateurs tiers donc, qui fournissent des offres à destination des logiciels de professionnels de santé souvent libéraux. On a aussi des industriels qui fournissent des services à d'autres industriels, donc des briques effectivement plutôt techniques. Et enfin, on a aussi des opérateurs qui fournissent des services, et ça c'est la majorité, des opérateurs industriels qui fournissent des services à des établissements de santé qui ne sont pas donc à ce moment-là opérateurs en propre. Et enfin, historiquement, on a un service d'amorçage qui s'appelle Mélise, qui a été construit avec les ordres professionnels et qui donc, est opéré par l'ANS et qui fournit une boîte aux lettres gratuite à tout professionnel de santé à l'heure actuelle, doté d'une carte CPS, mais qui est finalement très peu usité dans le cadre des établissements de santé ou des structures. Voilà, pour dire qu'en tout cas, en synthèse de cette première slide, c'est que le premier élément, quand un utilisateur en tout cas veut rentrer dans l'espace de confiance, il faut déjà faire le choix du bon opérateur en fonction de sa situation. C'est ça qu'il faut retenir et en fonction évidemment de ses besoins. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, ça vous dit. Merci. Maintenant, si on regarde effectivement le fonctionnement même du système, alors ce que vous avez représenté sur ce schéma,
finalement les 4 briques à l'intérieur du cercle, enfin pas à l'intérieur, autour du cercle. Donc le cercle, c'est l'espace de confiance, c'est cet espace fermé à l'intérieur duquel des messages effectivement sont véhiculés d'opérateur à opérateur. Donc là, on se retrouve avec des protocoles Internet qui sont tout à fait standards. C'est un système de messagerie avec des protocoles standards. Ce qui le différencie des échanges Internet standards, c'est évidemment des niveaux de sécurisation à plusieurs niveaux. Il y a les échanges, le transport des messages entre opérateurs qui, lui, est sécurisé, donc le canal. On a le stockage des données aussi qui est sécurisé puisque ces opérateurs sont hébergeurs de données de santé. Et on a justement cette particularité de cet espace fermé, dans le sens où finalement on ne peut écrire qu'à un acteur qui fait partie de l'espace de confiance et qui dispose d'une boîte aux lettres chez un des opérateurs MS Santé. Cet espace fermé, il est constitué grâce à ce qu'on appelle, ce qui est au milieu du schéma, la liste blanche des domaines MS Santé. C'est-à-dire que tout opérateur, lorsqu'il émet un message, doit s'assurer que le destinataire du message, en tout cas le domaine destinataire, l'opérateur destinataire, est bien dans cette liste blanche, et donc ce qui fait qu'évidemment on ne peut pas écrire entre un système de messagerie classique Internet et une boîte aux lettres MS Santé. Donc ça c'est complètement impossible. Et la dernière particularité du système par rapport encore une fois à un système Internet standard, c'est qu'on dispose via l'annuaire national de santé qui regroupe l'ensemble des professionnels de santé, en particulier disposant d'identifiants ADL, RPPS et des structures afférentes, on est en capacité de savoir finalement qui vous écrit à partir de l'adresse mail, puisqu'il y a un lien entre l'adresse mail MS Santé qui est utilisée et la personne physique qui détient l'adresse, ou en tout cas la structure aussi qui emploie cette personne. Donc voilà ce qui caractérise vraiment l'espace de confiance. Alors maintenant, si on regarde plus précisément finalement le type de boîte aux lettres suivant les usages, on distingue 3 types de boîtes aux lettres. C'est encore assez classique par rapport à ce qu'on peut connaître sur un système standard de messagerie. Ce qu'on appelle les boîtes aux lettres nominatives, comme leur nom le signifie en tout cas, c'est destiné à un professionnel de santé, donc une personne physique qui dispose d'un identifiant national qui est enregistré dans l'annuaire national de santé, donc typiquement les référentiels ADLI ou RPPS, et qui surtout, comme on l'a vu tout à l'heure avec Anne, appartient à une profession habilitée à échanger des données de santé. Donc c'est les 2 listes qu'on a vues tout à l'heure pour les PS et les professionnels médico-sociaux. Et donc en termes d'identification, effectivement, comment sont identifiées ces boîtes dans notre annuaire? Donc évidemment avec l'identifiant de personne physique, ADLI ou RPPS, mais aussi l'identifiant de la structure, quand ça s'y prête, quand évidemment on n'est pas en libéral, l'identifiant de la structure qui emploie cette personne, donc soit un identifiant FINES, SIRET ou SIREN. Et évidemment, oui, on le disait, évidemment, on l'a déjà dit, qu'il fallait effectivement avoir une profession habilitée pour disposer de ces boîtes. Deuxième type de boîte, les boîtes organisationnelles. Donc là, c'est aussi très simple. L'usage, c'est finalement, c'est plusieurs personnes qui peuvent accéder à une même boîte aux lettres. Et cette boîte aux lettres, elle est nommée souvent avec le nom d'un service, par exemple, dans un CH. Et donc, la particularité, c'est qu'elle est ouverte sous la responsabilité d'un professionnel habilité, donc habilité toujours avec les mêmes modalités d'habilitation, et rattaché à la structure. Donc l'identifiant de cette boîte-là, c'est vraiment l'identifiant de la structure, encore une fois, dans les référentiels de FINES, SIRET ou SIREN. Et effectivement, on rattache aussi le nom du professionnel habilité à cette boîte aux lettres. Et enfin, le dernier type, ce sont les boîtes aux lettres applicatives. Donc là, il n'y a pas d'interaction humaine. Dans ce cas, il n'y a personne qui va relever la boîte explicitement. Là, c'est des boîtes aux lettres vraiment, je dirais, serveurs, qui permettent généralement d'envoyer en masse des messages, soit en sortie d'un DPI, soit en sortie d'un laboratoire de biologie, par exemple, qui pourraient aussi, c'est encore plus rare pour l'instant, mais recevoir en masse des messages de manière automatisée, tout à fait possible. Donc ces boîtes aux lettres-là, encore une fois, elles sont identifiées par l'identifiant de la structure qui met en œuvre ces boîtes aux lettres, et on identifie aussi un nom de personne physique qui est responsable des messages qui sont échangés sur ces boîtes. Le bassin Institut du Sein, c'est un réseau ville-hôpital qui doit répondre à une problématique que nous nous sommes fixés dès le départ, c'est-à-dire pouvoir répondre en 72 heures à une inquiétude mammaire. On est amené à faire une biopsie, donc on rentre dans des échanges de données médicales importants
Dès la prise en charge au bassin Institut du Sein à l'hôpital de Bastia, les données sont mises sur une plateforme sécurisée INU. Déjà, la prise en charge primaire de la patiente est annoncée par la messagerie sécurisée santé via INU, comme quoi le bassin Institut du Sein a pris en charge sa patiente. Avec l'utilisation d'une messagerie MS Santé, on va avoir une information directe, donc un document direct, une notification en direct, sans avoir besoin de cliquer plusieurs fois pour accéder à l'information. Ça a été très simple à mettre en place et assez rapidement mis à disposition des équipes médicales. Effectivement, dans notre quotidien, ça facilite les échanges avec les confrères, ça favorise la prise en charge et du coup, ça apporte un réel bénéfice aux patients. Il est très important de pouvoir communiquer à nos confrères les résultats de ces prélèvements pour pouvoir adapter les traitements. En temps réel, au moment où on dépose les résultats dans la messagerie, ils sont lisibles aussi bien au centre hospitalier de Bastia que dans l'autre partie de la Corse pour le médecin généraliste. La première année, j'avais 10% de médecins généralistes qui avaient une messagerie sécurisée. À ce jour, on a 95%. Se mettre sur MS Santé, c'est simple. On met les codes, on va sur Internet, on arrive à transmettre facilement ces données sur un appareil mobile. Quand un résultat arrive, je l'ai instantanément sur mon téléphone portable, un message sécurisé. Ça nous a beaucoup aidé pour éviter ce qu'on avait avant, c'est-à-dire d'aller rechercher les informations par téléphone, par fax. Alors que maintenant, on a une fluidité des résultats. On a monté le niveau de prise en charge, le nombre de patients traités et la qualité de prise en charge. Je ne conçois plus le travail de médecin sans la messagerie sécurisée. L'idée, c'était de vous passer une rapide vidéo pour voir une expérience concrète. Et donc, du coup, ça m'amène au slide suivant. Donc, les bonnes questions à se poser pour se lancer dans ce projet, c'est quel est mon usage, qui souhaite échanger, vers qui, concernant quel type de données, dans quel cas de figure, et à l'aide de quels outils suis-je éligible? On en a parlé, on a répondu à plusieurs questions sur le sujet. Rejoindre ou s'interfacer à l'espace de confiance et comment? Merci de couper vos micros, pardon, merci de couper vos micros. Et qui peut m'accompagner? Donc, c'est vraiment les questions essentielles à se poser pour bien cadrer votre projet de raccordement à une messagerie sécurisée de santé. Je vais passer au slide suivant. Donc, quel est mon usage? Alors, il y a plusieurs objectifs. Cibler les professionnels internes et externes concernés par le projet, définir le modèle organisationnel qui sera mis en place et formaliser ses besoins de manière concrète. La messagerie, il faut vraiment le voir comme un projet organisationnel, extrêmement structurant dans les activités. Et donc, il y a tout cet ensemble de questions que vous voyez là, tout ce process qu'il faut essayer de dérouler. Pour vous y aider, vous pouvez retrouver sur le site internet de l'ANS des fiches usage. On essaie d'en sortir régulièrement et on est aussi toujours très friand de vos propres retours d'expérience. On peut vous aider à mettre en valeur justement une fiche usage. Il y a vraiment des choses intéressantes et du coup, on vous invite, on va essayer peut-être dans le chat de vous mettre des liens vers notamment les dernières fiches usage qui ont été publiées. Slide suivant. Donc, pour savoir si vous êtes éligible, on met à votre disposition un guide d'éligibilité interactif. Donc, c'est ludique, ça passe en revue les questions essentielles qu'on a mentionnées et c'est vraiment en première intention l'outil essentiel à utiliser pour bien organiser votre projet et aboutir dans les meilleures conditions. Et je laisse la main à Édouard, je pense. Oui, tout à fait, merci Anne. Effectivement, donc là, c'est suite effectivement aux questions que vous posiez tout à l'heure par rapport au référentiel. On va essayer d'éclaircir un peu
la situation, dans le sens où effectivement, on peut intégrer l'espace de confiance de différentes manières, on l'a vu, soit évidemment en étant un utilisateur final, un professionnel qui intègre l'espace de confiance. Mais évidemment, il y a deux autres niveaux qu'on a commencé à voir. On peut aussi évidemment rejoindre l'espace de confiance en étant un opérateur qui a vocation à fournir des services de messagerie et donc des boîtes aux lettres à des utilisateurs finaux, ou enfin d'intégrer l'espace de confiance MS Santé en tant qu'industriel qui fournit des services de clients de messagerie, généralement intégrés dans un logiciel métier, professionnel de santé, qui soit libéral ou en structure. Donc pour ce faire, on dispose à l'heure actuelle en tout cas, de 3 référentiels qu'on a essayé de numéroter parce que leur nom jusqu'à présent n'était pas nécessairement toujours très explicite. Voilà, donc vous avez trois documents. On a mis en bas finalement à qui ils étaient applicables. Donc les documents, le document 1 en tout cas est applicable aux fournisseurs de boîtes aux lettres MS Santé, donc aux opérateurs. Le référentiel 2, qui est le référentiel interfaçage opérateur-éditeur MS Santé, s'adresse à la fois finalement aux opérateurs, mais aussi aux éditeurs de clients de messagerie. Et enfin, le troisième référentiel s'applique uniquement au logiciel métier et donc au logiciel client de messagerie. Donc, grosso modo, pour bien comprendre, c'est que ce référentiel numéro 1, c'est le référentiel avec l'ensemble des exigences que doivent respecter les opérateurs pour être intégrés et conformes à l'espace de confiance, sur lequel ils peuvent se faire auditer. Le référentiel 2, c'est le référentiel, du moins dans le monde libéral, qui proposait des interfaces d'échange entre des opérateurs et des éditeurs de clients de messagerie pour standardiser et rendre interopérable l'écosystème. Et enfin, le troisième document qui, lui, n'est pas opposable d'ailleurs, comme les autres, sauf en tout cas le premier, on verra pourquoi, mais en tout cas, le troisième s'appuie effectivement uniquement à décrire une normalisation des messages qui sont échangés, donc typiquement l'objet des messages, le nommage des pièces jointes, le type de pièces jointes, et ce type d'exigence suivant finalement les documents qui sont véhiculés via MS Santé. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est à respecter par les émetteurs ou les consommateurs de documents dans les logiciels métiers. Donc ça, c'est la vision effectivement à date, qui est en train d'évoluer et qui va évoluer substantiellement en 2021. Dans la slide suivante, on a essayé de vous présenter notre objectif cible en termes de référentiel. On a voulu essayer de clarifier la situation. Et donc finalement, le référentiel 1 finalement, et 2 perdurent à peu près dans leur périmètre actuel. Simplement, le référentiel 3 va intégrer le référentiel 2 pour simplifier. Donc on va se retrouver avec 2 référentiels, l'un vraiment destiné aux opérateurs MS Santé, mais qui décrira à la fois les exigences qui sont déjà écrites jusqu'à présent et qui dictent comment finalement arriver dans l'espace de confiance pour un opérateur les exigences auxquelles il faut se conformer, mais aussi courant 2021, qui indiquera en tout cas dans le domaine libéral finalement quelles sont les interfaces à proposer aux éditeurs de clients de messagerie, chose qui sera nouvelle. Donc voilà, on a mis qu'effectivement il devrait y avoir, c'est notre objectif, en tout cas 2 versions, enfin 3 versions dans l'année, puisqu'il y en a une qui est en train de sortir de concertation en ce moment et qui sera publiée courant mars, la 1.4, référentiel 1, et qui était relative effectivement à l'intégration, on en a parlé tout à l'heure, de l'ENS dans l'espace de confiance, une version de milieu d'année qui justement a objectif de revoir cet interfaçage entre opérateurs et clients de messagerie dans le monde libéral pour que cette interopérabilité souhaitée soit vraiment effective. Et une dernière version probablement en fin d'année qui traitera de ProSanté Connect, mais ça on ne va pas y revenir dans le détail aujourd'hui. Pour le référentiel 2, donc celui qui est des destinations des clients de messagerie, je disais, ça regroupe effectivement les anciens référentiels 2 et 3. Et pareil, finalement c'est le même principe que pour le premier référentiel. On va avoir une version de milieu d'année et de fin d'année, l'une pour intégrer finalement cette interface standardisée entre opérateurs et éditeurs clients de messagerie, et puis aussi et surtout pour intégrer des travaux, vous savez, qui sont conduits dans le cadre du Ségur de la santé, pour finalement lever certains freins qui étaient identifiés sur MS Santé, et on a l'objectif de les intégrer dans cette version de milieu d'année. Et donc, encore une fois, donc la version de fin d'année, la même chose pour référentiel 1, c'est le support de ProSanté Connect, qui est une manière de s'authentifier aussi sécurisée que la carte CPS, mais avec la ICPS, la carte électronique, donc non, sans support physique. Donc en tout cas, notre objectif, beaucoup de travaux sur les référentiels cette année, beaucoup d'évolutions, et surtout la nouveauté qui est à retenir, en tout cas pour les industriels, c'est que
Et pour l'écosystème, c'est que ces référentiels-là, autant le référentiel 1 était déjà opposable dans les faits, puisqu'il y avait un contrat qui nous liait avec les opérateurs, la grosse nouveauté, c'est que le référentiel 2 destiné aux éditeurs de clients de messagerie va devenir opposable effectivement donc en milieu d'année et va nous permettre effectivement de faire évoluer l'écosystème de concert aussi sur cette dimension client de messagerie. Je ne sais pas à qui je passe la parole. C'est à moi. Mathieu. C'est à moi. Alors, qui peut m'accompagner? On a une approche aujourd'hui par acteur et en fonction des besoins. On vous a remis quelques chiffres là, qui ont un peu évolué d'ailleurs depuis la mise en place de cette slide, pour vous présenter aujourd'hui vraiment les cibles sur lesquelles on se concentre en 2021. Parce que c'est important de comprendre notre approche. C'est un peu ce que je répondais dans le chat sur d'autres acteurs tels que le judiciaire, etc., où effectivement, on sait qu'il y a un besoin. Mais l'idée, c'est déjà, avant d'étudier cet autre secteur qui implique des recherches juridiques et des questions d'enregistrement, on essaye aussi déjà de bien finaliser la partie sanitaire et ensuite bien lancer le médico-social, bien accueillir l'usager aussi, parce que ça va être un grand chamboulement, un peu une petite révolution dans la manière dont on appréhende l'échange avec le patient et l'usager. Aujourd'hui, donc effectivement, on a en termes de cible au niveau du sanitaire, on a les ES, les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux en partenariat avec l'assurance maladie et les laboratoires de biologie médicale. Et on est en train de travailler sur la NAPAT et la radiologie, justement pour un peu étudier les besoins et les cas d'usage. À droite, on a effectivement le médico-social. Aujourd'hui, on compte 32-34% d'EHPAD, voire c'est un peu augmenté sur les derniers chiffres de ce début d'année. Et on a lancé des pilotes de déploiement au niveau du médico-social sur 14 régions qui étudient, par exemple, les DAC, qui étudient les structures d'hébergement, de domicile, etc. Et enfin, comme on se le disait, l'usager à partir de juillet 2021. Et il y a une expérimentation qui a été lancée et qui va être élargie au cours de l'année. Pour la slide suivante, comment on peut trouver un bon relais quand on est un acteur sur le terrain, quand on ne sait pas exactement encore comment bien rejoindre et qui peut m'accompagner? On a tout un réseau de relais de déploiement qui a été monté par l'ANS et puis avec la CNAM, qui se base principalement sur les ARS et grades. Les grades, effectivement, c'est les bras armés techniques des différentes ARS et qui proposent souvent des offres régionales de messagerie, mais également qui ont tout un pôle d'accompagnement en lien avec des accompagnants de proximité aux différents professionnels et structures. On a effectivement le réseau des CEPAM avec les conseillers informatiques services qui accompagnent les professionnels de santé libéraux sur la messagerie, mais pas seulement. Donc, c'est intéressant de pouvoir se reposer sur eux, effectivement, quand on a une question à ce niveau-là. Dans le cadre d'un établissement, d'une structure au sens large, bien voir avec la DSI du groupe hospitalier, de clinique ou de l'organisme gestionnaire. C'est important de pouvoir remonter à ce niveau-là pour lancer un projet. Et puis, bien sûr, un autre acteur qui est en proximité des professionnels, c'est les éditeurs et les opérateurs. On sait que parfois, un éditeur peut aussi avoir une casquette d'opérateur, donc ça peut être intéressant de savoir s'il propose une offre packagée facilement intégrable à son outil métier. Donc, c'est intéressant de pouvoir le contacter en premier recours. Et enfin, sur d'autres projets plus globaux, ou comme on le fait là actuellement sur les questions que vous avez sur le judiciaire, sur des acteurs sont-ils éligibles ou pas, où il y a peut-être une demande un peu spécifique, et que vous avez déjà écumé tout le code de la santé publique, tout le code sur lequel vous travaillez, mais vous avez un doute sur l'interprétation qu'on peut en faire, etc. Il n'y a pas à hésiter aussi à venir nous contacter au niveau de l'ANS. On a proposé là dans le chat les fiches usage qui vous permettent de remplir tout ça, qui permettent de donner aussi la connaissance que vous avez des textes, parce que nous, moi, en tant que Mathieu Slozard, je n'ai pas connaissance de tous les textes. Je connais bien ceux du Code de la santé publique, mais il y a plein d'autres textes qui peuvent régir la question des échanges. Et donc, c'est important aussi de pouvoir nous les amener pour qu'on puisse un peu en parler ensemble et connaître bien votre besoin, etc.
Il y a bien sûr l'assurance maladie avec qui on travaille depuis très longtemps, effectivement, qui porte aussi qui portent des subventions, qui apportent pas mal au niveau de la ROSP, effectivement, qui a tout un travail au niveau du DMP. J'ai vu des questions sur le sujet, donc on essaie de se coordonner aussi au niveau du DMP pour avoir une approche, je dirais, cohérente entre les deux outils, entre un outil d'échange et un outil de partage. Ce n'est pas toujours clair, mais après, justement, on est là aussi pour vous accompagner là-dessus. Et effectivement, ensuite, les fédérations, les ordres, que ce soit les grandes fédérations d'établissements sanitaires ou médico-sociales, les ordres qui aussi assurent une communication sur les messageries sécurisées de santé. Voilà. Voilà, merci. Merci encore pour votre participation et on espère vous retrouver bientôt. On a notamment un webinaire le 6 avril, le MS Santé dédié au médico-social. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Il reste des places et on fera du coup évidemment un maximum de lumière sur les chantiers en cours sur ce secteur. Ouais, et en complément, effectivement, il y a aussi, mais il n'est pas encore publié, hein, mais ça va pas tarder, un webinaire qui est en train de se monter, donc MS Santé, mais consacré à la bascule Adélire PPS, dont on a un peu parlé tout à l'heure, qui devrait avoir lieu le 15 avril à 14h. Super. Merci à tous encore. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée et on espère vous retrouver bientôt.